Bonsoir à tous pour le 19h à la une de l'actualité de ce samedi. La situation épidémiologique, source de moult inquiétudes, des records ont bel et bien été battus, ceux des décès, des contaminations et des cas critiques et sévères. Lecture en chiffres à suivre dans cette édition. Les taux se resserrent sur plusieurs villes et provinces du Grand Casablanca en raison d'une situation sanitaire qui empire. Le gouvernement décrète le couvre-feu dès demain dans la région avec à la clé plusieurs mesures restrictives pour 4 semaines. L'inventeur marocain Rachid Yazani a plus d'un tour dans son sac. Le chercheur vient de mettre au point une technologie permettant de recharger les batteries des voitures électriques pour une période ne dépassant pas 20 minutes. Nous l'avons contacté depuis Singapour, où il est basé actuellement. D'abord, les chiffres du Covid-19 des dernières 24 heures. 4045 nouvelles infections, 3197 nouvelles rémissions et 50 décès depuis hier 18 heures. Le total des cas sévères ou critiques s'élève à 699, dont 42 sous intubation et 369 sous respiration artificielle. Compte nombre des cas actifs, il s'élève désormais à 30 834. Une situation visiblement inquiétante. Le record des décès est battu. Les cas admis en réanimation et en soins intensifs ne cessent de croître, tout comme les contaminations. Des indicateurs au rouge. Lecture des chiffres dans ce sujet de Mohamed Leshkar. Le total des infections toutes les 24 heures montre une très inquiétante diffusion du coronavirus. 3577 nouveaux cas d'infection au coronavirus mardi dernier. 4151 avant-hier jeudi, 3685 hier vendredi, soit en l'espace de 3 jours, plus de 11 400 nouvelles infections. Et ce qui inquiète le plus, c'est la forte augmentation du total des cas actifs. Il dépasse depuis hier la barre des 30 000, soit autant de patients dont l'état de santé risque de se dégrader dans les prochains jours. Pour l'instant, 30 000 cas actifs, c'est largement supérieur à la capacité litière totale des hôpitaux du Royaume, toutes spécialités médicales confondues. Ces patients actifs sont dans leur immense majorité en confinement à domicile, mais ils bénéficient d'un suivi médical et en termes de protocole de traitement. Par contre, plus de 700 patients sont actuellement hospitalisés. Ils sont dans un état sévère ou critique, portant le taux d'occupation des lits de réanimation à près du tiers de la capacité litière dédiée au cas Covid-19. 30,4% hier de taux d'occupation, c'est au moins 4 points de plus qu'il y a 5-6 jours. À ce rythme d'augmentation des cas critiques et sévères, la saturation du système de santé pointe dangereusement à l'horizon. À la date d'hier, sur les 699 cas sévères ou critiques enregistrés, 45 sont placés sous intubation et selon les spécialistes, le taux de létalité au sein de ces patients atteint les 98%, ce qui se reflète d'ailleurs dans le nombre de plus en plus élevé des décès enregistrés toutes les 24 heures. Hier vendredi, le bulletin communiqué par le ministère de la Santé faisait état de 73 cas de décès en 24 heures. Un nouveau triste record. À la date d'hier donc, 45 patients intubés auxquels il faut ajouter 310 autres malades Covid-19 sous respiration artificielle non invasive. Enfin, un dernier indicateur, l'incidence cumulée dépassait déjà hier les 524 cas pour 100 000 habitants. Et en raison de ce train dossier, le gouvernement a décidé de prendre une batterie de mesures au niveau du Grand Casablanca, la région qui détient depuis plusieurs mois le record des décès, des cas critiques et des contaminations. Les villes et provinces concernées par les restrictions sur les déplacements nocturnes qui prend effet dès demain 21h pour 4 semaines sont Casablanca, Mohamediane, Ouassar, Mediouna, Barchid et Ben Slimane. D'autres mesures restrictives sont au programme. Oumaima Ramli. Plus qu'un jour avant l'entrée en vigueur des restrictions sur les déplacements nocturnes et le renforcement de diverses autres mesures restrictives.
À lui seul, le Grand Casablanca enregistre depuis plus d'une semaine 1000 cas quotidiennement et s'accapare un triste record de décès. Les nouvelles restrictions décidées suite aux conclusions du comité de veille et de suivi de la préfecture de Casablanca et des recommandations de la commission scientifique et technique portent notamment sur l'interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 21h et 6h du matin, à l'exception des déplacements pour des raisons de santé et des raisons professionnelles. L'obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers les préfectures et provinces concernées émise par les autorités locales et compétentes, la fermeture des terrains de proximité et des parcs, la fermeture à 20h des restaurants et des cafés, ainsi que de tous les magasins et les grands centres commerciaux, l'arrêt des déplacements via les bus du transport en commun et le tramway à 21h, la fermeture à 15h des marchés de proximité, l'encouragement du travail à distance dans le cas qui le permettent. Ces nouvelles restrictions s'ajouteront à celles déjà en vigueur, à savoir les hammams et les salles de sport resteront fermées et l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes est toujours en vigueur. Ces mesures prendront effet donc demain à 21h et pour une durée de 4 semaines dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Nouasser, Mediouna, Barchid et Ben Slimane. La coopération diplomatique entre le Maroc et les pays du continent se renforce. Après l'ouverture hier à Dakhla des consulats de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso, c'est au tour de la Zambie d'inaugurer son ambassade au Maroc, à Laayoune, avec l'annonce de l'ouverture du consulat de ce pays la semaine prochaine. L'inauguration de cette représentation diplomatique s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et son homologue zambien. Les développements, Mriem Missi. Les relations maroco-zambiennes entament une nouvelle ère. Ce matin à Rabat, le ministre des Affaires étrangères de la République de Zambie, Joseph Malangi, procède à l'inauguration de l'ambassade de son pays dans le royaume. Un moment diplomatique crucial qui précède une annonce tout aussi capitale. On the 27th, Nous sommes aujourd'hui témoins de l'inauguration officielle de la mission diplomatique zambienne à Rabat. Avec ma délégation, nous allons nous rendre à Laayoune le 27 de ce mois pour l'ouverture d'un consulat général zambien qui fera office d'une antenne de notre ambassade, ici à Rabat. La République de Zambie se joint ainsi aux nombreux pays ayant installé leurs consulats généraux à Laayoune, chef-lieu des provinces du Sud, où ce pays important de la communauté des États de l'Afrique australe a décidé d'implanter sa mission diplomatique. Une inauguration à laquelle a été assignée une date loin d'être fortuite. Ce 24 octobre est jour de fête de l'indépendance de la Zambie. اليوم فتح السفارة يقوي العلاقات وغيخلق واحد القناة. L'ambassade créera un canal de communication entre nos deux pays, ce qui devrait hisser nos relations à tous les niveaux, politiques, économiques, mais aussi humains, à travers notamment la facilitation des échanges d'expertise. Une nouvelle étape sera franchie la semaine prochaine avec une présence diplomatique et consulaire zambienne consolidée dans une partie importante du territoire du Royaume du Maroc. Des relations solides, corroborées par un déplacement royal en Zambie en février 2017. La visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI avait été couronnée par la signature de 19 accords de coopération englobant tous les secteurs de la coopération bilatérale. Également à la une de la coopération africaine, le Maroc et le Malawi ont signé à Rabat 4 accords couvrant les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du logement, du développement urbain, de l'eau et de l'assainissement. Il s'agit de 4 mémorandums d'entente qui viennent renforcer les relations bilatérales et consolider le cadre juridique du partenariat entre les deux pays. Ces accords ont été conclus suite aux entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi, Eisenhower Ndouam Kaka, à l'occasion de la visite de travail qu'il effectue au Maroc.
Et lors de ces entretiens, Nasser Bourita a souligné qu'il existe une large convergence de vues entre le Maroc et le Malawi concernant les questions régionales et internationales, réitérant la disposition du Maroc, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, d'accompagner le Malawi dans cette phase importante de son histoire et d'apporter tout le soutien à l'action de son président, Lazarus Chakwera, pour renforcer la stabilité et le développement du pays. Sur la teneur de ces entretiens, écoutez ces propos du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nous avons établi une feuille de route de coopération pour les mois et les années à venir. Ça couvre notamment l'augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants du Malawi au Maroc, aussi bien dans les instituts académiques que dans les centres de formation professionnelle, pour atteindre 100 bourses par an. Nous avons également convenu de relancer le projet de coopération intégrée dans le domaine de l'agriculture. Nous avons constaté une large convergence de vues concernant les questions régionales et internationales. Et c'était pour moi l'occasion pour réitérer notre appréciation de la position constructive du Malawi sur la question du Sahara marocain, pour tout le soutien apporté au Maroc au sein de l'Union africaine et des organisations régionales et internationales sur ce sujet. Et bien entendu, nous avons discuté des prochaines élections au niveau des instances de l'Union africaine prévues au mois de février prochain. Et sur la question justement de l'intégrité territoriale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi a affirmé que son pays soutient une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine aux différends autour du Sahara marocain. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, Ndouam Kaka a précisé que le Malawi n'a plus aucune relation avec la pseudo-RAST depuis mai 2017 et que son pays soutient et continuera à soutenir le Maroc dans les forats internationaux et régionaux. Et sur ce même registre, l'initiative marocaine d'autonomie continue de récolter un large soutien à l'international. Dernier en date, ces pays des Caraïbes ont affirmé devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU leur soutien à l'initiative d'autonomie. La Dominique, Sainte-Lucie et Antigua et Barbuda ont également souligné leur soutien au processus politique. Des tables rondes sur la question du Sahara marocain avec la participation de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du Polisario. Pour sa part, l'Union des Comores a réitéré devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU son soutien à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie comme solution définitive à ce différend régional artificiel. Même réaction de la part du Burundi, dont la représentante devant la 4e commission de l'ONU a souligné que son pays soutenait le processus politique en cours tenu sous les auspices exclusifs du secrétaire général des Nations Unies, visant à parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée à ce différend. Mission accomplie pour le staff de l'hôpital médico-chirurgical de Compagne déployé à Beyrouth sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. L'hôpital a achevé sa mission humanitaire au profit des victimes de l'explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août dernier, opérationnel depuis le 10 août. Cet hôpital de campagne multidisciplinaire a enregistré une forte affluence. Il a assuré 23 167 consultations médicales au profit des blessés de la population libanaise, dont 8 863 hommes, 9 853 femmes et 4 451 enfants. 55 555 prestations médicales ont été fournies et 431 interventions chirurgicales ont été effectuées avec succès. Retour à l'actualité africaine, le candidat du parti au pouvoir Alpha Condé a remporté la présidentielle en Guinée-Conakry avec 59,49% des suffrages contre 33,5% pour son principal rival, Cellou Dalein Diallo. Outre Alpha Condé, qui se présentait sous l'étiquette du Rassemblement du peuple de Guinée, 11 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Une délégation des Comores conduite par le ministre comorien des Affaires étrangères a tenu aujourd'hui une réunion à la CGEM à Casablanca. Une réunion d'identification des opportunités d'investissement marocains aux îles Comores. Nous vous proposons d'écouter le chef de la diplomatie comorienne. Je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour saluer l'ensemble, le peuple marocain, un peuple frère, et remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, un frère des Comores. Nous l'avons vu à travers les gros efforts d'accompagnement du Royaume de Maroc envers ses frères comoriens, à travers la formation des cadres comoriens qui aujourd'hui travaillent pour rehausser ce pays qui en a tellement besoin pour se hisser au niveau d'un développement acceptable qui permet à un peuple de se rendre heureux. Donc nous voudrons remercier le peuple marocain et Sa Majesté le Roi de ses efforts d'aider les Comores à devenir un pays émergent par rapport à une transfert de compétences, la formation. Les entreprises marocaines, on les veut aux Comores. Cap sur Oujda, capitale de l'Oriental et terre émettrice de migrants, où un projet prometteur est lancé, appelé DEPOMI, déploiement des politiques migratoires au niveau national. Il va permettre au ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger d'intégrer d'une manière progressive et coordonnée la dimension migration et développement dans les politiques et stratégies publiques au niveau national et régional. C'est un sujet de Rachid Latabi commenté par Nisri El Hamdawi. Un pas est franchi vers l'intégration de la dimension migration et développement dans les politiques et stratégies publiques à l'échelle régionale. Depuis Oujda, une ville pourvoyeuse de migrants, tout un programme de mobilisation des compétences des Marocains du monde a été lancé. L'idée est de les impliquer dans le développement de leur région. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence belge de développement. Le gouvernement travaille à présent avec une nouvelle approche différente de celle entreprise auparavant. Elle consiste à intégrer au Maroc les compétences marocaines vivant à l'étranger, tout en les accompagnant pour garantir la réussite de leurs projets d'investissement dans la région de l'Oriental, qui avait connu pendant les 2 dernières décennies d'importants mouvements migratoires et qui aujourd'hui fait émerger une nouvelle génération d'investisseurs. Ce nouveau projet s'inscrit dans le sillage de la nouvelle approche migratoire européenne, marquée par la présentation du nouveau pacte sur la migration et l'asile. Le programme lancé au Maroc vise aussi à favoriser une migration régulière et à préserver certains droits des migrants marocains. Le programme essaiera vraiment de mettre en contact les personnes migrantes qui sont partis du Maroc avec à leur permettre l'accès à leurs droits de protection sociale, que ce soit sur les retraites ou autres, ici au Maroc, lors de leur retour en Europe. Un dernier effort sera fait du programme pour essayer aussi de construire les passerelles entre les diasporas très importantes en Europe avec leur territoire d'origine pour faciliter les investissements productifs et donc faire bénéficier leur région, leur territoire de départ. C'est important que toutes les compétences puissent travailler sur ces questions de gestion ordonnée et régulière des migrations. À la fois sur le volet, je dirais, interne qui nous concerne plus bilatéralement, c'est-à-dire les Marocains résidant à l'étranger et les citoyens marocains qui souhaitent migrer de manière régulière, et puis d'autre part l'appui aux autorités régionales également. Outre la région de l'Oriental, celles de Beni Mellal, Khnefra et de Souss Massa sont également concernées par ce projet. Des régions aux réalités migratoires distinctes et dont les acteurs locaux sont les mieux à même de gérer la dynamique migratoire propre à leur territoire. L'enjeu est d'en faire un levier de développement local.
Sa notoriété a dépassé les frontières du pays. L'inventeur, professeur et chercheur marocain Rachid Yazami enchaîne les succès. Il s'est fait mondialement connaître grâce à son invention de la puce au lithium, considérée aujourd'hui comme l'une des composantes de base des batteries des téléphones portables. Le scientifique vient de mettre au point une technologie permettant de recharger les batteries des voitures électriques pour une période ne dépassant pas 20 minutes, au lieu d'1 heure actuellement, en vigueur dans certains pays comme les États-Unis. Et pour en savoir un peu plus sur cette invention, nous avons contacté Rachid Yazami, installé actuellement à Singapour. Des propos recueillis par Internet par Mohamed El-Shkar. En fait, il s'agit d'un procédé nouveau que j'ai inventé qui permet de charger les batteries des voitures électriques en 20 minutes ou même un peu moins de 20 minutes, alors que ce que l'industrie fait aujourd'hui au mieux, c'est 1 heure. Donc, par exemple, un des leaders mondiaux actuellement, Tesla, n'arrive pas à charger 100% ses batteries au moins d'1 heure parce que la batterie chauffe. D'accord ? Et nous, on a développé donc une méthode de charge rapide qui permet à la batterie de garder une température inférieure à 40 degrés pendant la charge en 20 minutes, ce qui est une exception. Mais disons, c'est une méthode qui est très, très différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous avons testé notre méthode sur au moins une dizaine de batteries qui viennent de différents fournisseurs asiatiques essentiellement, donc chinois, coréens et japonais. Personnellement, je suis tout à fait disposé à faire profiter le Maroc de cette technologie si le Maroc veut le faire. Et j'ai été contacté par le ministère donc de l'industrie, voilà, et on est actuellement en discussion avec eux pour savoir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à implanter une usine de production de ces chargeurs rapides au Maroc. Alors, c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Qais Mohsin. Passez un agréable week-end.